Bonjour à tous. Ce matin, il y a quelques navires qui ont traversé une très étroite bande d'eau salée au Moyen-Orient. Ouais, le fameux détroit d'Ormuz. C'est ça. Et en l'espace de quelques heures, ce simple mouvement a fait complètement chuter le prix mondial du pétrole. Ça a été immédiat, hein. Complètement. Ça a déclenché une onde de soulagement sur les marchés boursiers, genre de New York à Tokyo. Et ça a littéralement forcé le Fonds monétaire international à réécrire toutes ses prévisions économiques pour la décennie à venir. C'est fou quand on y pense. Bienvenue dans l'hyperconnexion absolue. On est le vendredi 17 avril 2026 et c'est le point de départ de notre décryptage d'aujourd'hui. Je suis ravi de plonger là-dedans avec toi. Moi aussi. C'est vraiment un de ces moments fascinants où un événement géopolitique hyper localisé agit comme un révélateur sur toute la structure économique mondiale. Exactement. On voit soudainement tous ces fils invisibles qui relient un détroit à l'autre bout du monde, au taux d'intérêt, à l'inflation et, au final, à la dette de nos pays. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est justement de rendre ces fils visibles pour ceux qui nous écoutent. On va essayer de comprendre comment cette réouverture d'Ormuz, suite au cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, crée cette énorme réaction en chaîne. Ouais, on a pas mal de sources sur la table pour le coup. Carrément. On a une pile de documents qui va des dépêches diplomatiques tombées ce matin jusqu'au très lourd rapport des réunions de printemps du FMI. Les fameux rapports que personne ne lit jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. Mais l'idée, c'est pas juste de lister des chiffres de manière ennuyeuse. On va décortiquer la mécanique. Comment on passe d'un cessez-le-feu diplomatique à un risque de récession globale, puis à une explosion vertigineuse de la dette publique? Le point de bascule, il s'est produit ce matin avec une déclaration très spécifique. L'Iran a officiellement annoncé que le détroit serait entièrement ouvert à la navigation commerciale pendant ce cessez-le-feu. Après un prétendu travail de restauration, c'est ce qu'ils ont dit, non? Ouais, c'est la formule officielle. Mais dans les faits, la reprise du trafic a même devancé l'annonce. Des navires commerciaux avaient déjà commencé à franchir la ligne de démarcation virtuelle. C'est l'imposé par la Maison-Blanche. Exactement. Ils l'ont franchi quelques heures avant l'annonce officielle de Téhéran. Et la réaction, elle s'est pas fait attendre. Sur les plateformes financières, l'effet a été instantané. Les marchés d'actions se sont redressés de façon spectaculaire. Tout était dans le vert. Ouais. Et surtout, le cours de l'or noir a dévissé. On est repassé sous la barre psychologique des 90 $ le baril. Ce qui est un soulagement énorme. Grave. Et côté diplomatique, on a le président américain qui s'en est publiquement félicité sur Truth Social ce matin. Et en Europe aussi, ça bouge. Ouais, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni activent déjà des protocoles militaires pour sécuriser physiquement le passage. C'est comme si on venait soudainement de déboucher l'artère principale de l'économie mondiale. C'est une super analogie. Mais du coup, décortiquons un peu tout ça. Est-ce que les marchés financiers ne pêchent pas par un optimisme complètement aveugle? Comment ça? Il s'agit juste d'un accord cadre. Quelques navires passent et soudain on valorise les entreprises à la hausse comme si la paix mondiale était signée de manière définitive. C'est pas un peu naïf? Alors, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut sembler totalement irrationnel. Mais en fait, ça obéit à une logique mathématique très précise, ce qu'on appelle la tarification du risque. D'accord. Ce que les marchés célèbrent aujourd'hui, avec ce baril sous les 90 $, c'est pas la paix perpétuelle au Moyen-Orient, pas du tout. C'est juste l'évaporation d'une prime de risque. Ah, la prime de risque. Ouais. Pendant des semaines, les algorithmes de trading et les acheteurs de matières premières devaient intégrer le scénario du pire. Un blocage total, prolongé, avec un baril qui s'envolerait bien au-delà des 100 ou 120 $. Donc en gros, le prix du pétrole de ces dernières semaines, il incluait une sorte d'assurance contre l'apocalypse logistique. C'est exactement ce mécanisme-là. Sur les marchés à terme, les gros industriels achètent aujourd'hui le pétrole dont ils auront besoin dans 3 ou 6 mois. Logique. Donc si le risque d'une pénurie majeure plane, ils sont prêts à payer beaucoup, beaucoup plus cher maintenant pour sécuriser leur approvisionnement futur. Ouais, la peur de manquer, quoi. C'est ça. Et la réouverture d'aujourd'hui, elle agit comme une soupape de décompression. L'angoisse d'une rupture physique d'approvisionnement disparaît et boum, cette prime de risque géopolitique fond instantanément. D'où la chute sous les 90 $. Voilà. Mais attention, ça reste un ajustement de court terme. Et c'est là que la transition vers la macroéconomie devient, disons-le, assez brutale. Parce que le soulagement de ce matin, ça masque une réalité beaucoup plus sombre. Oh que oui. Le conflit des mois précédents a déjà laissé des cicatrices super profondes dans l'économie réelle. C'est d'ailleurs le grand enseignement des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.
Tout à fait. La baisse du baril aujourd'hui, ça n'efface pas les mois d'incertitude qui viennent de s'écouler. Loin de là même. Il faut comprendre que l'incertitude, ça agit comme un impôt invisible sur l'économie mondiale. Un impôt invisible, c'est joliment dit. Bah oui, parce que, même sans blocage total, la simple menace a suffi à geler plein d'investissements et à perturber toutes les chaînes d'approvisionnement. Ouais. Donc, le FMI a carrément dû revoir sa copie pour cette année 2026. Et le constat est clair, la croissance est révisée à la baisse et l'inflation est révisée à la hausse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Prenons un peu les chiffres du scénario central du FMI. La croissance mondiale, elle est désormais projetée à seulement 3,1% pour 2026, ouais, ce qui est bas. Ça représente une baisse de 0,2 points par rapport à leur prévision de janvier. Et le détail crucial, c'est que le FMI précise que sans cette instabilité géopolitique, ils auraient relevé cette prévision à 3,4%. Exactement. Donc le coût net de ces tensions, on peut l'évaluer à 0,3 points de croissance mondiale évaporée. Et je sais que ce chiffre de 0,3 points, ça peut sembler complètement dérisoire. À l'échelle d'un budget personnel, une variation de 0,3%, on la sent même pas. C'est clair. Mais ramener au PIB mondial cette minuscule fraction de pourcentage, ça se chiffre en centaines de milliards de dollars de création de richesses qui partent en fumée. C'est dingue. Dingue quand on y pense. Et le panorama des grandes puissances illustre parfaitement cette hémorragie. Les États-Unis, par exemple, voient leur croissance ramenée à 2,3% contre 2,4% espérés. La Chine aussi est touchée. Ouais, la Chine, qui est une immense consommatrice d'énergie, elle recule à 4,4%. Mais franchement, c'est la zone euro qui offre le tableau le plus saisissant, Ah, l'Europe souffre énormément. avec une croissance atone de 1,1% au global. L'Espagne s'en tire pas trop mal à 2,1%, la France résiste péniblement à 0,9%, avec une perte de 0,1 point. Ouais, ça va encore pour eux. Point d'un coup. Et l'Italie ferme la marche, en stagnant à 0,5%. Mais explique-moi, comment une menace de blocage lointaine peut imputer spécifiquement la croissance de l'Allemagne de manière aussi violente? Pour comprendre ça, il faut vraiment plonger dans la structure intime de l'économie allemande. Leur modèle industriel, il s'est construit pendant des décennies sur l'abondance d'une énergie peu chère. L'énergie russe à l'époque, et maintenant le gaz naturel liquéfié. C'est ça. Et cette énergie, elle est indispensable pour faire tourner leurs secteurs clés, genre la chimie lourde, l'automobile, la métallurgie. D'accord. Pour te donner une idée, pour une usine chimique bavaroise, le gaz et le pétrole ne servent pas seulement à chauffer les locaux ou faire tourner les machines. Ce sont littéralement les matières premières des produits qu'ils fabriquent. Ah ouais. Donc quand le prix du baril s'emballe, ou même menace de le faire, ces usines ne font pas juste payer une facture d'électricité plus salée. Pas du tout. Elle se retrouve dans une situation aberrante où fabriquer le produit coûte plus cher que son prix de vente final. C'est la paralysie totale du coup. Et c'est ce qu'on appelle en économie la destruction de la demande. Face à des coûts énergétiques prohibitifs induits par cette fameuse prime de risque d'Ormuz, les industriels allemands réduisent la voilure. Ils freinent des cas de fer. Ouais, ils ferment temporairement des lignes de production, ils repoussent des embauches, ils annulent des commandes de nouvelles machines. Et j'imagine que ça fait boule de neige. Complètement. Ce ralentissement industriel localisé en Allemagne, il se propage ensuite à tous leurs sous-traitants à travers l'Europe. C'est comme ça qu'un risque géopolitique à Ormuz se métamorphose physiquement en chômage partiel dans une usine en Europe. C'est fascinant et un peu effrayant. Et il faut vraiment garder à l'esprit pour notre audience que toutes ces révisions à la baisse, l'Allemagne à 0,8, l'Europe à 1,1, ça repose sur le scénario dit central du FMI. Ouais, le scénario où tout se passe à peu près bien. Voilà. Ce qui est terrifiant, c'est que ce scénario central est en réalité la version super optimiste de l'histoire. Il part du postulat que le baril de Brent va s'assagir et rester autour d'une moyenne de 82 $ pour toute l'année 2026. Ce qui est un retour à la normale vu que les cours avaient allègrement franchi les 100 $ juste avant l'annonce du cessez-le-feu le matin. Effondrerait à nouveau. Dans leur scénario défavorable, basé sur un conflit régional prolongé, le prix moyen du baril s'installerait à 100 $ pour toute l'année 2026 Aïe. et il retomberait très très lentement à 75 $ en 2027. Dans cette configuration, la croissance mondiale glisserait à 2,5%. Ce qui fait déjà très mal. Et dans le pire des cas, le scénario extrême qui combine une flambée de l'or noir et un durcissement des conditions de crédit, la croissance mondiale s'effondrerait carrément à 2%. Le scénario catastrophe, quoi. Ouais. Et selon le FMI, franchir ce seuil de 2%, ça déclencherait, je cite, une récession mondiale imminente. Et ça, c'est une terminologie très très forte de la part d'une institution qui est d'habitude plutôt conservatrice et prudente. Mais justement, j'ai une objection là-dessus, pour bien clarifier pour ceux qui nous écoutent.
Dans la vie de tous les jours, dans un pays développé, une croissance de 2%, c'est souvent vu comme une bonne nouvelle, non? Oui, en Europe, on signerait tout de suite. Voilà, c'est pas une contraction. La richesse globale continue d'augmenter de 2%. Alors pourquoi le FMI appelle ça une récession mondiale? J'imagine que ça a un rapport avec la démographie des pays émergents. T'as mis le doigt dessus, c'est l'explication fondamentale. Il faut voir que l'économie mondiale, c'est pas un bloc homogène. Ok. T'as des économies matures à croissance lente, comme nous, mais t'as surtout des dizaines de pays émergents et en développement qui sont en pleine explosion démographique. L'Inde, les pays africains, etc. Exactement. Chaque année, c'est des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans ces régions. Et pour absorber toute cette nouvelle population, pour créer les infrastructures et juste maintenir le niveau de vie actuel, le gâteau de l'économie mondiale doit grossir d'un certain pourcentage minimum. C'est un peu comme une vitesse de décrochage pour un avion, non? Si tu voles pas assez vite, tu tombes, même si les moteurs tournent encore. Ah, mais la métaphore est parfaite. Au niveau global, ce seuil de 2 à 2,5% de croissance, c'est exactement cette vitesse de décrochage. D'accord. En dessous de ce chiffre, la richesse générée ne suffit tout simplement pas à compenser l'augmentation de la population. Donc on s'appauvrit mathématiquement. Voilà, ça se traduit par une contraction du revenu réel par habitant dans plein de régions du monde, une montée du chômage, et très vite, ça amène de l'instabilité sociale et politique. C'est pour ça qu'à 2%, le FMI parle de récession de facto. D'où la panique absolue des gouvernements face à tout choc qui menace cette petite ligne de flottaison. Et le vecteur principal de cette menace, au-delà de la production industrielle, c'est l'inflation. Ah oui, le spectre de l'inflation. Le FMI prévoit une inflation tenace si le conflit s'enlise. Mais pourtant, il précise bien dans le rapport que ce choc inflationniste 2026 serait radicalement différent de celui qu'on a connu en 2022. Et cette distinction, elle est vraiment cruciale si on veut comprendre l'impuissance de nos institutions financières en ce moment. Vas-y, explique-nous ça. L'inflation de 2022, c'était principalement le résultat d'une énorme dislocation logistique. Le monde sortait des confinements liés au Covid, la demande des consommateurs explosait. Parce que les gens avaient épargné et reçu des aides de l'État, c'est ça? Tout à fait. Mais l'offre ne suivait pas parce que les ports étaient engorgés, les usines fermaient encore par intermittence en Asie. Donc c'était une inflation par la demande croisée avec des goulots d'étranglement logistiques. Trop d'argent qui chassait trop peu de biens disponibles parce que ces biens étaient littéralement coincés sur les porte-containers au milieu de l'océan. Exactement, c'est le résumé parfait de 2022. Mais l'inflation modélisée pour 2026 par le FMI, si jamais la diplomatie échoue à Hormuz, c'est tout autre chose. C'est une inflation purement importée par les coûts énergétiques. Ça change la donne. Totalement. L'énergie, c'est pas un bien de consommation comme un autre, genre une télévision. C'est le multiplicateur sous-jacent de toute notre économie. Ouais, l'énergie est partout. Si le pétrole flambe, faire tourner le tracteur de l'agriculteur coûte plus cher, l'usine de conditionnement coûte plus cher et acheminer le produit jusqu'au supermarché coûte plus cher. C'est toute la structure des prix qui se soulève en même temps. Et j'imagine que c'est un véritable cauchemar pour les banques centrales. Parce que face à une inflation classique, elles augmentent les taux d'intérêt pour calmer la demande. Ouais, pour refroidir la machine. Mais augmenter les taux d'intérêt, ça n'imprime pas de nouveaux barils de pétrole et ça n'ouvre pas des détroits bloqués par des navires de guerre. C'est le paradoxe qui terrifie les banquiers centraux aujourd'hui. S'ils montent les taux d'intérêt pour combattre cette inflation énergétique, ils risquent simplement de briser complètement la croissance économique sans même faire baisser le prix de l'essence à la pompe. Ah ouais, la fameuse stagflation. C'est ça. Aucune croissance, mais des prix qui continuent de flamber. Le pire des deux mondes. Ce qui nous amène à l'ultime rempart. Face à cette impuissance des banques centrales, et pour éviter que ce scénario du pire n'écrase totalement les citoyens, les gouvernements interviennent directement. Avec l'argent public. C'est ça, c'est le grand retour des boucliers tarifaires et des aides d'État. Mais, et c'est là que le rapport devient cinglant, les économistes du FMI pointent un immense danger caché derrière cette protection. Ils dénoncent hyper violemment une pratique spécifique, les subventions au carburant. Franchement, les termes employés dans ce rapport sont hyper rares pour une institution aussi diplomatique que le FMI. Ils n'ont pas mâché leurs mots. Non, pas du tout. Ils qualifient ces subventions de mesures extrêmement coûteuses, mal ciblées et qui faussent totalement les signaux du marché. Le terme « mal ciblé » est super intéressant parce que souvent, la perception du grand public, c'est que bloquer le prix de l'essence, ça aide d'abord les travailleurs les plus modestes qui prennent leur voiture. C'est l'argument politique classique. Ouais, mais mathématiquement, une subvention généralisée à la pompe, elle profite beaucoup plus à celui qui conduit un énorme SUV tous les jours sur des dizaines de kilomètres qu'à la personne qui utilise les transports en commun. Mais carrément, le mécanisme est fondamentalement régressif. Et en plus, il est inefficace d'un point de vue économique. Pourquoi ?
Parce que lorsqu'il y a une vraie pénurie mondiale d'énergie, le seul moyen de rétablir l'équilibre physique, c'est que la demande globale diminue. Le prix élevé à la pompe, il est censé forcer cette diminution. Il pousse les gens à faire du covoiturage ou à moins rouler. Voilà. Mais si l'État subventionne massivement ce prix pour qu'il reste bas et indolore, les consommateurs n'ont absolument aucune raison de modifier leur comportement. Et du coup, ça aggrave le problème de base. Exactement. Ils continuent de consommer une ressource rare à plein régime, ça maintient une pression folle sur les prix mondiaux et ça force l'État à s'endetter encore et encore pour payer la différence invisible. C'est vraiment l'équivalent économique d'utiliser sa carte de crédit pour s'acheter de puissants antidouleurs, quoi. C'est une très bonne image, ouais. Sur le moment, la douleur de l'inflation, elle disparaît. La vie semble continuer à peu près normalement. Mais on guérit pas la maladie sous-jacente, on continue de forcer sur une blessure qui s'aggrave, et pendant ce temps-là, l'encours de notre carte de crédit accumule des intérêts astronomiques. On achète la paix sociale aujourd'hui en préparant la ruine de demain. C'est exactement ça. C'est un transfert massif de la contrainte géopolitique vers le bilan financier des États. Les gouvernements se sont transformés en amortisseurs géants pour protéger leurs économies. Mais l'élasticité de cet amortisseur, elle arrive vraiment à son point de rupture absolu. Et la démonstration implacable de ça, elle se trouve dans la toute dernière série de chiffres du rapport qui détaille la trajectoire de la dette publique mondiale. Là, on a des sueurs froides en lisant ça. Les projections sont tout simplement vertigineuses. Dès l'année dernière, en 2025, la dette publique mondiale flirtait déjà avec les 94% du PIB mondial. Ouais. Et le FMI prévient désormais que la barre historique des 100% sera franchie d'ici 2029. Et ce cap des 100%, c'est un symbole hyper fort. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que l'endettement cumulé de toutes les nations dépasse la totalité de la richesse produite par l'humanité sur une année entière. Et le pire, c'est que la courbe ne montre aucun signe d'adoucissement. Surtout quand on regarde les projections pour l'horizon 2031, pays par pays. Écoute ça, les États-Unis, première économie mondiale, se dirigent vers une dette publique de 142% de leur PIB. Énorme. La Chine, qu'on perçoit souvent comme hyper résiliente, elle atteindra les 127%. Et l'Europe, elle offre le même panorama de surendettement. La France s'installera à 113,6%, l'Italie culminera à 120,7%. Et attends, le chiffre peut-être le plus fou là-dedans, c'est l'Allemagne. Ah oui, l'Allemagne. Ouais, Le pays qui a fait de l'équilibre budgétaire un dogme quasi religieux. exactement. Eux, ils verront leur dette dériver jusqu'à 73,7% de leur PIB d'ici 2031. Ça efface d'un coup une grande partie des efforts de consolidation qu'ils avaient fait la décennie précédente. Ce paysage statistique, en fait, il raconte une histoire bien plus large qu'une simple ligne de comptabilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça illustre parfaitement comment chaque crise successive de notre décennie, de la pandémie aux tensions sur les chaînes logistiques, en passant par les chocs énergétiques liés aux guerres, tout ça, a été gérée non pas par des vrais ajustements structurels, mais par une injection ininterrompue de dette publique. On sort le chéquier à chaque crise. Ouais. L'amortisseur de l'État est devenu la seule et unique réponse à toutes les secousses de la mondialisation. C'est fou. L'arc narratif de cette exploration aujourd'hui, il est finalement saisissant de bout en bout. C'est clair. On part d'un vendredi matin d'avril 2026 aujourd'hui, où une annonce de cessez-le-feu et le mouvement de quelques cargos commerciaux libèrent la pression sur le prix du baril de brut. Ce qui est une bonne nouvelle à court terme. Oui, cet apaisement immédiat, il empêche pour l'instant le scénario noir d'une inflation par les coûts et d'une récession mondiale à 2%, On respire un peu. mais derrière ce soulagement temporaire, le mal est fait. Les prévisions de croissance sont amputées, on s'approche dangereusement de la ligne critique de stagnation, et pour que le système ne s'effondre pas politiquement, les nations ont mis en place une architecture de dette littéralement abyssale. Ouais, on enferme les plus grandes puissances économiques dans des trajectoires d'endettement à plus de 100% du PIB pour toute la décennie à venir. D'où l'importance vitale vraiment d'analyser ces sources macroéconomiques en même temps que l'actualité immédiate. Complètement. Parce que ces chiffres de dette ou les révisions du FMI, ça peut sembler hyper hermétique, un truc réservé juste à un petit cercle d'économistes. Alors que c'est notre quotidien. Mais oui, c'est la traduction directe de la géopolitique dans notre vie de tous les jours. Un endettement de 142% pour une nation, ça signifie mécaniquement qu'une part grandissante du budget de l'État va être absorbée uniquement par le remboursement des intérêts de cette dette. Sans même toucher au capital. Voilà. Et c'est autant d'argent qui, au final, ne sera pas investi dans la transition écologique, dans nos écoles ou pour maintenir nos hôpitaux en état de marche. C'est terrible. Le coût de cette prime de risque géopolitique finit inévitablement par s'infiltrer dans les services publics et, au bout du compte, dans nos impôts de demain. C'est la facture différée. Exactement. Et d'ailleurs, cette réalité, elle invite à une ultime réflexion, je trouve. Laquelle ?
L'analyse détaillée de tous ces documents du FMI montre que les États-Unis frôleront les 142% de dette, que la Chine sera à 127% et que la quasi-totalité de l'Europe occidentale va naviguer très très loin de sa zone de confort financier d'ici quelques années. On n'aura plus de filet de sécurité? C'est ça. Le monde a épuisé sa marge de manœuvre budgétaire. On a poussé nos cartes de crédit nationales à leur limite absolue pour masquer la douleur des chocs récents. On n'a plus de marge, ouais. Dès lors, il y a une question assez vertigineuse qui reste en suspens. Financièrement parlant, que se passera-t-il le jour où un nouveau choc imprévisible, d'une ampleur inédite, frappera le système dans 5 ou 6 ans? Quand on n'aura plus rien pour amortir? Oui, quand les États n'auront littéralement plus aucune capacité d'emprunt pour jouer leur rôle de bouclier ultime. La mécanique mondiale s'est peut-être accordé un petit répit aujourd'hui avec quelques navires dans un détroit, mais le ressort financier, lui, n'a sans doute jamais été aussi près de rompre. C'est une façon très lucide de voir les choses. Et c'est une perspective qui devrait, je pense, changer la façon dont on observe chaque petite fluctuation boursière à partir de maintenant. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à toi, c'était super intéressant.